Aujourd'hui, nous recevons Léonard Herry, le directeur général d'Epsicap RIM, pour faire le point sur Epsicap Nano, leur SCPI dédié à l'immobilier small caps en Europe, ainsi que leur toute dernière venue, Epsicap Explore, lancée fin 2025. Epsicap Nano vient de signer un 4e exercice très favorable avec un taux de distribution de 7,01%, une performance globale annuelle de 8,27% et une valeur de reconstitution qui est en hausse continue. En parallèle, Epsicap a également lancé Explore, qui a déjà pu déployer une trentaine de millions d'euros en Pologne et au Royaume-Uni notamment. L'objectif de cette vidéo, c'est donc de comprendre les deux stratégies, de voir également ce qui les distingue, de comprendre les fondamentaux des performances de ces SCPI et de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ces deux SCPI. Comme toujours, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez également nous poser toutes vos questions en commentaire. Vous avez également des liens vers la prise de rendez-vous et l'application Louvainvest pour souscrire en ligne à ces deux SCPI dans la description et en commentaire. Bonjour Léonard. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors pour commencer, on va parler de votre SCPI principale, celle avec laquelle vous êtes véritablement fait connaître, Epsicap Nano. Vous avez affiché une performance de un petit peu plus, très légèrement plus de 7% sur 2025. Ça fait 4 ans que vous affichez une performance qui est en progression, qui est au-dessus de votre objectif annoncé de 6%. Est-ce qu'il faut prendre cet objectif du coup et peut-être le revoir un petit peu à la hausse pour le futur, ou est-ce que finalement, d'après toi, c'est un objectif long terme crédible? C'est un objectif long terme crédible et on regarde l'ensemble des gérants ont des objectifs long terme qui sont plus proches de 6% que des taux de distribution qui sont affichés aujourd'hui par le marché. On voit aujourd'hui, sur 2025, il y a, je pense, entre 10 et 20 SCPI qui ont fait plus de 7% de taux de distribution. Ça paraît la nouvelle norme, en fait. Ça paraît la nouvelle norme. En fait, la réalité, c'est que la plupart de ces véhicules sont des SCPI qui ont été constitués de manière assez récente et profitent d'effets jouissance, d'opportunités qu'elles ont trouvées ces dernières années. Et donc, mécaniquement, les taux de distribution aujourd'hui sont un petit peu supérieurs à ce que on peut attendre sur le long terme de la vraie performance des patrimoines qui ont été constitués. Quand un gérant aujourd'hui achète entre 7 et 8%, ce qui est globalement la majeure partie du marché, la performance d'une SCPI qui ne profiterait plus des effets relutifs de la collecte et de l'investissement de cette collecte avant la mise en jouissance des parts, finalement, on revient à des performances qu'on a observées depuis 15-20 ans sur l'immobilier, qui est plutôt entre 5,5 et aller jusqu'à 6,5 de taux de distribution. Tout le marché va finir par atterrir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile à lire avec l'ensemble des SCPI qui font plus de 7%, mais la réalité, c'est que 6%, ça reste une performance immobilière sur le long terme, qui est celle auquel doivent s'attendre les investisseurs. Ils ne doivent pas raisonner uniquement sur le taux de distribution affiché aujourd'hui, qui est plutôt opportuniste, mais plutôt sur ces taux de distribution long terme. Aujourd'hui, quand on doit souscrire en SCPI, on doit se dire c'est plutôt 6% le rendement à long terme que j'attends. En distribution. Que je dois avoir attendre. Il pourrait y avoir également un peu de plus-value. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le nouveau PGA qui permet également potentiellement de prendre ça en compte. Mais toi, tu parles bien de la distribution. Oui, la distribution, et ensuite il y a l'augmentation du prix de part qui fait la PGA, qui est le nouvel indicateur. Et là, pour le coup, on est à plus de 8% sur 2025 sur Nano. Et c'est quelque chose qui vient aussi améliorer la performance de manière globale. Et là, on parle de valorisation du capital, puisque ce n'est pas de la distribution. Et d'ailleurs, en parlant de valorisation du capital, on remarque que votre prix de souscription est de manière générale toujours un petit peu inférieur à la valeur de reconstitution. Donc, je rappelle pour les auditeurs que vous avez une obligation légale de situer le prix d'achat, donc le prix de souscription, dans un tunnel de plus à moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Vous êtes toujours un petit peu en dessous de cette valeur de reconstitution. Est-ce que c'est un choix de gestion de votre part? Oui, ça a été dès le début un vrai choix de gestion. La SCPI, on l'a lancée en 2021. On a plutôt acheté dans de très bonnes conditions au début et donc chaque acquisition se faisait avec une valeur d'expertise qui était toujours supérieure au prix auquel on achetait les actifs. Et dans un bon contexte, problème. oui, voilà, c'était un problème de riche. Mais dans un contexte en 2022-2023 où on voyait que les valeurs d'expertise, le marché immobilier était assez volatile, on avait du mal à savoir où il allait atterrir réellement, puisque contrairement aux actions qui bougent tout de suite en fonction des conditions de marché, l'immobilier, il y a une inertie très importante. Et donc, on a préféré se dire que cette plus-value, elle nous servirait éventuellement à absorber un éventuel choc complémentaire sur le marché, que de tout de suite redonner la valeur aux associés. Donc, on a attendu.
En 2024, on a considéré qu'on avait atteint le point bas des valorisations et on avait réussi à maintenir la décote qu'on avait depuis le début en continuant d'acheter dans de bonnes conditions. Et donc, on a commencé à redonner un peu de valeur aux associés historiques. Et c'est quelque chose qu'on a amorcé en 2024 et qu'on continue aujourd'hui chaque année. Donc, ça ne veut pas dire que le fonds a vocation à garder une décote très importante permanente. Mais c'est toujours dans une bonne gestion, ça nous permet d'absorber des éventuelles fluctuations de marché ou autres sur les valeurs. On voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Iran que les taux repartent à la hausse, les banques centrales commencent à annoncer les hausses de taux, etc. Donc ça peut avoir des impacts sur les valeurs. On est exposé au risque de change avec le Royaume-Uni. On n'a que 25%, 20% de notre patrimoine qui est là-bas, mais si ça varie un petit peu, ça peut faire évoluer aussi cette valeur de reconstitution. Et donc finalement, ça permet d'avoir un amortisseur où il y a pour les associés, pas de risque sur leur capital à court terme, ou en tout cas très peu, et on est en capacité d'absorber ça. Et en même temps, ça nous permet de continuer à revaloriser de manière assez régulière et de redonner un peu de valorisation au capital sur nos associés. Voilà, là, je pense qu'en 2026, on va voir comment se positionnent les valeurs d'expertise au 30 juin, notamment dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Mais tu n'exclus pas de pouvoir potentiellement ajuster. Exactement, on n'exclut pas de pouvoir ajuster. Ça nous permet aussi de le faire de manière régulière plutôt que de faire des à-coups éventuels et de créer des points d'aspiration. Ça nous permet de redonner progressivement et que tous les investisseurs voient leur patrimoine évoluer chaque année. Ok, donc vraiment un gage de solidité pour un nouvel entrant, de savoir que finalement il achète, si je puis dire, un petit peu en dessous de la valeur d'expertise. C'est ça. Extrêmement clair. Donc si on fait un petit zoom sur votre stratégie d'acquisition, alors tu viens de parler du Royaume-Uni, on y reviendra après parce qu'on a quelques questions par rapport à ça, mais un des éléments saillants de votre portefeuille, c'est une exposition importante au commerce, avec un petit peu moins de 60% d'exposition sur cette classe d'actifs. Est-ce que tu peux revenir finalement sur l'historique et les raisons qui font que vous avez une légère surpondération sur cette classe d'actifs? C'est l'intérêt d'être une SCPI diversifiée aussi. Ça veut dire pouvoir se libérer des effets de mode et des effets de marché. Donc quand on s'est lancé en 2021, tout le monde faisait du bureau. C'était 70 à 80% des allocations des SCPI, ce qui était normal, c'est ce que représentait le bureau dans le marché immobilier global en Europe. Tout le monde allait sur le bureau, il y avait une prime de risque qu'on jugeait trop faible, et en revanche, nous, on appréciait beaucoup le commerce, où quand on est bien placé sur une bonne zone et qu'on a un bon locataire et une bonne activité, on trouvait que la prime de risque était très intéressante. Et donc, dès le début, on s'est tourné vers cette classe d'actifs sur lequel on trouvait que le couple rendement-risque était plus intéressant que sur du bureau. Et arrivé 2022 et la crise qu'on connaît aujourd'hui sur le bureau, qui fait que les volumes en bureau se sont largement réduits. Et c'est eux qui, finalement, font la différence entre les volumes qu'on observe sur le marché immobilier avant crise et aujourd'hui. C'est la réduction des volumes sur les bureaux. Et donc, il y a moins de bureaux sur le marché qu'avant. Volume de transactions, tu veux dire. Volume de transactions, exactement. De volume de transactions. Et donc, les produits disponibles sont plus rares. Et donc, c'est plus difficile aujourd'hui de trouver des bons bureaux sur le marché. Donc, on le voit globalement dans les allocations des principaux gérants de la place. Il y a quand même encore beaucoup de commerce. J'exclus les gros bureaux ou les gros ensembles de bureaux qui, là, sont très spécifiques et ne sont pas adressables sur Nano, puisque, je rappelle, on a un cap on est généralement entre 1 et 10 millions d'euros sur cette SCPI. Donc, c'est une classe d'actifs qu'on a beaucoup appréciée. On est aujourd'hui de l'ordre de 50%. Donc, l'objectif n'est pas de rester très pondéré sur le commerce, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le marché aujourd'hui, on préfère acheter du commerce quand on a des fortes convictions sur cette classe d'actifs que d'aller uniquement pour des raisons de diversification et de marketing, de dire bah oui, on n'a pas fait que du commerce et on a fait du bureau, aller acheter des mauvais bureaux juste pour compenser. Donc c'est une classe d'actifs qu'on aime bien. Et en revanche, on fait très attention parce que c'est une classe d'actifs comme toutes où il faut avoir faut voir toutes les spécificités qu'il y a dans le sous-jacent. Et donc on fait très attention aux activités. On est resté toujours très éloigné du bio, qui a pendant un temps été très compliqué en termes d'activité. On a fait très peu de prêt-à-porter. On voit aujourd'hui que le prêt-à-porter, tout ce qui est chaussures, etc., c'est
des enseignes qui ont du mal à performer et donc qui sont aussi fragiles, et donc on fait attention à ça. Et on a toujours été très friand, par exemple, de discount, on a Action comme locataire, et donc ça, c'est des locataires sur lesquels il y a plus de perspectives, plus de stabilité, et donc une vision plus long terme sur ce patrimoine. Extrêmement clair. Si on, du coup, on sort un peu du commerce, vous avez également des actifs qui ont attiré notre attention. À Aberdeen, des actifs qui sont liés, alors d'ailleurs tu vas nous en parler, de plus ou moins loin à l'activité offshore pétrolière. Quelle est la stratégie et finalement, est-ce que ça pourrait être un risque? Alors on voit qu'aujourd'hui le sujet du pétrole est quand même au cœur de toutes les attentions du moment. C'est un pari, cette classe d'actifs. Finalement, vous avez des voies de sortie si jamais l'industrie pétrolière venait à décliner, comme on pourrait imaginer que ce soit le cas dans les années qui viennent. Comment avez-vous choisi ces actifs? Quand on achète un actif, on ne se contente pas de regarder la situation actuelle. Une des questions qu'on se pose tout le temps, et dans tous nos comités d'investissement, c'est une vraie question qu'on a, c'est qu'est-ce qui se passe si le locataire s'en va et qu'on se retrouve du coup avec un local nu? Quelle est la capacité qu'on va avoir à relouer cet actif en l'état? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour le relouer? Que peut devenir cette zone sur le long terme? Et on considère qu'on va détenir l'actif pendant 50 ans. On n'est pas sur, on n'essaye pas de faire des coups en immobilier et de jouer des cycles sur 5 ans. Et donc, on se pose toujours ces questions sur le long terme. Que peut devenir ce locataire et cet actif? Donc, les locataires qu'on a à Aberdeen sont des locataires qui sont exposés de près ou de loin à l'exploitation pétrolière offshore, puisque Aberdeen est une zone d'activité historiquement connue pour cette activité-là. En revanche, c'est aussi une zone d'activité qui est aujourd'hui le fer de lance du Royaume-Uni sur toute la transition écologique et énergétique. Et donc, c'est un pôle de compétences qui va dans ce sens. Donc, toute la zone est en train d'évoluer dans le sens aussi du déclin de l'industrie pétrolière. Et donc, demain, on sait que c'est une zone qui restera attractive si le locataire venait à partir. Et au-delà de ça, aujourd'hui, les locataires qui sont en place, ce sont des locataires qui sont pas uniquement exposés à l'industrie pétrolière. Et donc, on sait que, quoi qu'il arrive, leurs activités sont diversifiées, que les activités qui produisent à Aberdeen sur nos actifs ne sont pas forcément directement liées à l'industrie pétrolière et donc pas dépendantes directement de cette industrie-là. D'accord. Et alors donc justement, pour rester sur cette thématique un peu énergétique, vous avez également mené des actions qui ont attiré notre attention concernant l'électrification et donc notamment l'installation de bornes de recharge électrique sur certains de vos actifs. Si on a bien compris, ça vous permet donc d'obtenir un petit loyer complémentaire sur les actifs en question et également d'avoir une forme d'intéressement au chiffre d'affaires généré sur ces bornes. Comment ça marche? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette tendance sur vos actifs? Alors, c'est une tendance qui arrivait avec les véhicules électriques, tout simplement. Et c'est là où les actifs de commerce sont aussi intéressants. C'est que sur des actifs de bureau, des actifs de locaux d'activité, c'est l'utilisateur du local qui va avoir besoin de bornes de recharge. Donc là, c'est dépendant, on va dire, des collaborateurs qu'ils ont et autres. Et c'est une utilisation très privée de ces bornes. Et sur les actifs de commerce, on a des parkings qui sont ouverts et qui sont accessibles du coup pour tout le monde. Et donc, on peut mettre des bornes commerciales de recharge de véhicules électriques. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'implanter des opérateurs qui vont, eux, faire l'ensemble des travaux de mise en place de ces bornes sur les parkings, maintenir ces bornes et les gérer aussi au quotidien sur tout le système d'exploitation de ces bornes et générer des revenus grâce à ça. Et nous, finalement, c'est un peu comme un bail, on leur loue l'emplacement sur le parking et ça permet de générer des compléments de revenus pour nos associés au titre de cette électrification. Et c'est plutôt quelque chose, et on le voit aujourd'hui, on en reparle, c'est à l'ordre du jour un peu partout, de réélectrifier la France, etc. Et donc de pousser les véhicules électriques. Et donc c'est quelque chose qui va plutôt dans le sens de cette électrification. Et donc en termes de montant, donc en fait si je comprends bien, vous avez un opérateur tiers qui mène ce qu'on va appeler un peu les CAPEX, hein, donc l'investissement initial donc c'est pas vous, ce sont pas les associés de la SCPI qui payent cette installation. Au contraire, en fait, les associés de la SCPI vont percevoir un complément de loyer en plus de ce que le commerce va vous payer. Et au-delà donc de cette espèce de loyer, on va dire fixe, vous avez un pourcentage variable. Aujourd'hui,
C'est un montant que tu qualifierais plutôt d'important, d'accessoire? Est-ce qu'un associé, finalement, peut voir dans ces nouvelles installations un gain supplémentaire potentiel? Alors, à court terme, aujourd'hui, c'est très dépendant aussi des coûts de l'électricité et donc de la capacité qu'ont les opérateurs à marger finalement sur la recharge des bornes électriques. Et on voit qu'il y a une compétition assez féroce sur qui va aller recharger sa voiture pour le moins cher, etc. Donc, il y a une pression sur les prix. Ça fait aujourd'hui un complément de revenu qui est accessoire, mais qui, dans le cadre de l'électrification et de la rotation mécanique qu'on va avoir sur les prochaines années sur les véhicules thermiques versus véhicules électriques, peuvent générer des revenus, parce qu'on a, comme tu l'as dit, on a une part variable sur le chiffre d'affaires que peut générer la borne, qui va venir compléter ces revenus. Ça restera accessoire par rapport à nos actifs, parce que c'est pas notre métier premier. C'est pour ça d'ailleurs que on place un opérateur qui, lui, fait les travaux, maintient, gère les bornes. Ça, ça va de pair avec le fait que ce soit des revenus qui sont accessoires. Après, ce qui est important aussi, c'est plus on peut mettre de bornes sur un actif de commerce aujourd'hui, plus ça corrobore notre vision commerciale de l'actif, parce que ça veut dire qu'il y a du flux de véhicules. C'est aussi, ça renforce pour les magasins qui sont en face, par exemple, leur visibilité, ou quelqu'un qui vient recharger son véhicule va en profiter en disant bah, je ne serais pas forcément allé dans ce magasin, mais vu que je suis en face, je vais passer voir, etc. Donc ça fait aussi une attractivité commerciale pour nos commerces, et ça nous conforte dans l'idée que l'analyse de la commercialité de notre actif était la bonne, puisque ces opérateurs viennent plus ou moins avec un certain nombre de bornes. Et donc, finalement, là où ils mettent beaucoup de bornes, ça veut dire qu'ils ont une forte attractivité, forte visibilité et fort passage. Et puis tu le rappelais, c'est vrai qu'au fur et à mesure que le mix entre voitures électriques et véhicules, on va dire, traditionnels augmente, et bien potentiellement ce nombre de bornes va peut-être être appelé à augmenter progressivement sur le parking. Tu parlais du Royaume-Uni qui attire à peu près un quart, je crois, de vos actifs aujourd'hui. Tu parlais du risque de change, c'est un marché qui attire beaucoup de gérants de SCPI. Comment vous lisez ce marché et peut-être comment vous vous différenciez? Est-ce que vous l'abordez un peu comme tout le monde ou est-ce que vous avez une vision un peu différente de ce qui est intéressant sur ce marché? Le Royaume-Uni, il faut bien comprendre que c'est le plus gros marché européen en termes de volume d'investissement. Donc, c'est le marché le plus profond. C'est un marché très à l'anglo-saxonne et donc beaucoup plus ouvert et beaucoup plus volatile aussi que les autres marchés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les SCPI vont plus facilement au Royaume-Uni qu'ailleurs. C'est un, la profondeur, et deux, la facilité d'y entrer. Euh, L'Irlande, typiquement, qui est aussi un tout petit pays, puisque c'est 1% des volumes européens. Il est très anglo-saxon aussi, il est très accessible aux SCPI parce qu'on est sur ce même modèle. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup au Royaume-Uni aujourd'hui avec les SCPI aussi, parce qu'il y a de la profondeur, il y a des produits, et c'est pas comme en France où quand les taux sont repartis très vite à la hausse, le marché s'est bloqué parce que tout le monde a été très attentiste. Au Royaume-Uni, la liquidité est restée quand même assez présente et il y avait encore des volumes. Donc c'est un marché qu'on apprécie. Après, aujourd'hui, les SCPI, c'est 4 milliards d'euros. Le marché au Royaume-Uni, c'est 60 milliards. Donc, tu vois, si l'ensemble des SCPI mettaient 100% de leur collecte, ça resterait une part infime du marché immobilier au Royaume-Uni. Donc, il n'y a pas, on va dire, il y a de la place pour tout le monde. À l'inverse, si on devait faire tout en Irlande, ce serait beaucoup plus compliqué d'avoir une sélectivité sur les produits qu'on a. Donc, aujourd'hui, ça nous permet tous, finalement, de trouver les produits, les immeubles qu'on préfère ou autres, et d'avoir une sélectivité parce qu'il y a beaucoup de profondeur sur ce marché au Royaume-Uni. Compris. Écoute, on va passer du coup à votre dernière née, la nouvelle SCPI EPSICAP Explore, que vous avez lancée. L'idée, c'est d'investir dans l'immobilier en dehors des sentiers battus. Alors, vous êtes parti cette fois sur une SCPI donc sans frais de souscription, qui est 100% international. C'est un mode de SCPI qui est plutôt en vogue en ce moment et depuis les quelques dernières années. Comment, toi, décrirais-tu cette nouvelle SCPI? On a constaté, depuis qu'on a lancé Nano, qui est dédié au small cap et sur lequel on investit généralement sur les actifs de 1 à 10 millions d'euros, qu'en sourçant les deals pour Nano, on voyait passer des transactions 10, 15, 20 millions d'euros qui étaient potentiellement très pertinentes et très intéressantes. Et donc, on avait toujours un peu cette frustration de ne pas aller pouvoir faire ces transactions. Et donc, finalement, Explore, c'est un peu l'expression de l'ouverture. Sur Nano, on est resté sur cet angle small cap. Et là, l'idée sur Explore, c'est d'avoir plus de liberté,
plus de marge de manœuvre dans notre capacité à exécuter les transactions. Et donc, l'objectif, c'est d'être, on va dire, plus agile avec cette SCPI et d'apporter de la diversification à nos clients et à nos partenaires. Alors, si l'une ou les deux de ces SCPI vous intéressent, eh bien, je vous rappelle qu'elles sont disponibles sur Louvinvest et vous avez dans la description et dans le premier commentaire le lien pour prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers. C'est totalement gratuit. Ou pour faire vos propres simulations grâce à notre outil qui est également gratuit. Alors, 2 questions subsidiaires par rapport à ça finalement. Est-ce que, d'après toi, il y a encore un peu d'innovation possible sur les modèles de SCPI? Donc là, sur Explore, vous êtes parti 100% international sans frais de souscription. Et également, pourquoi cette distinction sur la taille des actifs en fin de compte? C'est quoi la logique sous-jacente pour vous qui fait que c'est pertinent de distinguer sur 2 véhicules distincts? Je vais commencer par la deuxième qui est peut-être plus évidente. En fait, sur Nano, on s'est concentré sur les small caps et il faut bien comprendre que c'est une part du marché qui est intéressante pour ses fondamentaux. Et donc finalement, on l'a constaté pendant la crise qu'on a vécue, les small caps, c'était beaucoup de vendeurs privés à l'époque quand on s'est lancé. Et puis le marché est devenu plus compliqué. Et finalement, aujourd'hui, les acquéreurs sur la partie small cap, il y a pas mal de SCPI, il y a pas mal d'institutionnels qui sont revenus sur ce marché parce que les volumes en immobilier ont réduit. Demain, si on relâche un petit peu, finalement, les volumes de collecte et donc d'investissement en immobilier vont repartir à la hausse. Et on le voit déjà, les gérants qui ont eu des collectes qui étaient plutôt modérés et qui ont augmenté chaque année, font des transactions de plus en plus importantes. Et c'est normal, c'est mécanique. Quand on fait des grosses collectes, on a, la capacité d'aller chercher des actifs de plus grande taille. Et puis, on ne peut pas acheter faut déployer cette collecte. Et donc, finalement, Nano, on s'est mis cette contrainte parce qu'on considère en revanche que c'est un segment hyper pertinent, assez résilient. Finalement, on voit que les valeurs de ces patrimoines small cap, de par leur liquidité, parce que quand les privés disparaissent, ce sont les institutionnels qui reviennent et inversement. Et donc finalement, c'est un marché, on va dire, qui a ses spécificités. Et donc sur Explore, en se libérant de la contrainte de taille, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire que des transactions à 20 millions d'euros sur cette SCPI, mais ça veut dire qu'on est plus agile, plus souple, et donc elle va être exposée mécaniquement finalement à des cycles un peu différents aussi sur l'immobilier. Et ça va vraiment permettre d'avoir une diversification par rapport à Nano aujourd'hui en termes de stratégie vraiment immobilière. Et du coup, dans ce cas-là, ce que ça veut dire également, c'est que sur Nano, si vous veniez à collecter énormément, vous n'iriez pas chercher d'actifs plus grands. C'est une promesse qu'on a faite depuis le début. Et finalement, Explore, c'est aussi un peu l'expression, on va dire, réelle de cette promesse. On a toujours dit que sur Nano, on ne voulait pas faire de grosses transactions. C'est écrit dans la note d'information qu'on va faire des deals généralement de 1 à 10 millions d'euros. On veut rester là-dessus. C'est une promesse qu'on a fait à nos investisseurs depuis le début. C'est un peu dans le nom aussi. Oui, c'est dans le nom aussi, exactement. On a beaucoup réfléchi à ça. Mais c'est vrai que c'est Explore, ça vient confirmer à ceux qui ont été convaincus par notre stratégie small cap sur Nano qu'on ne va pas demain revenir les voir en disant sur Nano, on va ouvrir à des plus grosses transactions. Et c'était vraiment une promesse qu'on a faite depuis le début et c'est vraiment l'expression de ça aujourd'hui. Ça veut dire que Nano, de toute façon, n'a pas vocation, et on l'a toujours dit, à collecter 500 millions par an parce qu'on n'est pas capable, sur cette typologie d'actifs, de déployer autant. Donc, Nano, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on en est à caper la collecte, mais ça veut dire que de toute façon, on fera très attention si la collecte venait à augmenter fortement. C'est une SCPI qu'on n'hésitera pas à fermer en termes de collecte si le besoin vient. Et on dirait du coup qu'effectivement, cette espèce de transfert de vos compétences et de votre pipe également a plutôt bien marché puisque vous avez déployé très rapidement les 20 millions d'euros de parts fondateurs sur Epsicap Explore. Déjà, comment avez-vous fait? Et est-ce que tu pourrais nous rappeler finalement de l'intérêt pour une SCPI d'avoir ce qu'on appelle le pipe d'acquisition, donc cet ensemble de biens qu'on peut acheter, parce qu'en fait on les a déjà étudiés, afin de déployer très rapidement? L'objectif sur Explore, c'était de pouvoir commencer les distributions en janvier 26, pour pouvoir annoncer aussi des perspectives de performance et commencer à amorcer cette distribution et que les investisseurs puissent se dire « Ok, je rentre dans un fonds qui a déjà commencé à distribuer, qui a déjà une performance, on va dire, un peu de visibilité sur la performance que le fonds peut générer. » Quand on a lancé Explore, on a eu 20 millions d'euros d'associés fondateurs et donc on savait tout de suite qu'il fallait aller chercher ses premiers investissements assez rapidement pour pouvoir
distribué assez rapidement. Et donc, on n'a pas attendu le lancement officiel de la SCPI pour aller sourcer. Et donc, on a commencé des transactions bien en amont, dès l'été 2025. Et ça nous a permis de pouvoir les finaliser fin 25 et de se dire qu'au 31 décembre, on avait investi l'intégralité de la collecte qu'on avait au 31 décembre. Et de se lancer sur 2026 plutôt dans une perspective de dire, bon, bah voilà, on a déjà 30 millions de capitalisation, 30 millions d'euros d'investis sur lesquels on a des loyers et sur lesquels, du coup, on a une performance qui nous permet aussi à tous les nouveaux investisseurs qui sont arrivés depuis le début de l'année de se projeter sur un fonds qui a déjà une certaine stabilité, une certaine solidité et une performance déjà un peu visible. Et alors du coup, justement, tu viens de le dire, effectivement, hein, vous avez déjà déployé une trentaine de millions. Donc je rappelle 20 millions de fondateurs, 10 millions de parts sponsors. On a remarqué qu'il y a notamment aujourd'hui l'hôtellerie qui pèse très lourd dans le fonds, aux alentours de 38%. Est-ce que c'est un choix, une philosophie que vous allez maintenir, ou est-ce qu'en fait c'est plutôt le symbole d'une SCPI qui vient de se lancer, qui du coup est encore concentrée sur quelques actifs? On a fait le choix sur cette SCPI et ça a démontré aussi un petit peu la complémentarité avec Nano sur les deux premières acquisitions, les deux principales acquisitions, d'aller chercher des actifs qui pesaient plus de 10 millions d'euros. Et donc, parmi ces deux actifs, il y a un actif de logistique en Pologne et un actif essentiellement concentré sur un hôtel au Royaume-Uni. Et donc, mécaniquement, avec la taille de la SCPI, on a une exposition typologique à l'hôtellerie qui est importante. Mais c'est aussi ce que nous permet d'aller chercher l'absence de contraintes de taille. L'hôtellerie aujourd'hui, c'est un marché moins accessible sur des petits volumes et on est obligé d'aller tout de suite un petit peu plus tôt sur des volumes de 10, 15, 20 millions d'euros. Et donc avec Explore, ça nous permet d'aller chercher ces actifs-là et donc d'aller chercher cette diversification sur de l'hôtellerie ou de la logistique qu'on avait plus de mal à avoir sur Nano avec des petits objets. Et donc mécaniquement, c'est des choses qui vont venir se diluer. La stratégie, elle est de rester diversifiée sur cette SCPI et donc de pouvoir diversifier sur les pays et sur les typologies d'actifs dans les prochains mois avec des acquisitions qu'on source déjà. Ok, très clair. Sur EPSICAP Nano, vous aviez fait un choix un peu hybride sur les frais de souscription. Vous étiez pas avec les frais standards autour de 10%, vous n'étiez pas non plus à 0% de frais de souscription. Sur Explore, pour le coup, vous prenez un peu parti, vous allez sur ce qu'on appelle le sans frais de souscription. Pourquoi ce choix? Et question un petit peu subsidiaire, si demain quelqu'un hésite entre Nano et Explore, comment tu expliquerais la différence et comment choisir entre ces deux produits? Quand on a lancé Explore, on s'est posé la question de comment le différencier justement. C'était vraiment, l'idée n'était pas de dire on sort un deuxième produit pour sortir un deuxième produit. Donc il y a vraiment l'angle de la stratégie immobilière qui est le premier angle et qui est celui qui compte le plus, j'ai envie de dire, quand on fait une allocation à SCPI. On s'est dit aussi que le sans frais, c'était aussi un peu dans l'air du temps. Mine de rien, il y a eu beaucoup de discussions autour du avec frais, sans frais sur le marché ces dernières années. Et vous étiez pile au milieu, vous. Et on était pile au milieu. Et donc là, on s'est posé la question, repartir sur un modèle 100% frais ou conserver celui-là ou être sans frais. Et on s'est dit que finalement, le sans frais, c'était un peu l'air du temps. Et deux, ça permettait aussi de différencier les deux produits l'un de l'autre. Il y a des sensibilités de certains investisseurs en disant moi je suis prêt à mettre 10% de frais, je suis pas prêt à mettre 10% de frais mais 5 et puis je préfère du sans frais. Donc finalement de souscription, je rappelle, pas sans frais tout court. Pas sans frais tout court bien sûr. Et donc de se dire on va adresser aussi des stratégies d'investisseurs qui ont une sensibilité sur les frais différentes. Et donc ça permettait aussi de différencier les deux produits l'un de l'autre sur cette partie frais. Après sur la différence entre les deux fonds, je l'ai dit, sur l'angle immobilier, il y en a une SCPI finalement qui est plus ouverte, qui aura moins de contraintes de taille et donc de volume de collecte qu'elle est capable d'absorber, etc. Puis Nano qui est, on va dire, la SCPI plus historique aujourd'hui, qui a une taille et une traction un peu plus importante. Et après, la partie frais qui est une sensibilité aussi que chacun peut avoir. Donc ça permet aujourd'hui de faire des choix, on va dire, assez guidés entre les deux SCPI, même si finalement, dans la SCPI aujourd'hui, ça se consomme aussi avec une certaine diversification. Et donc, on choisit finalement différents produits qu'on veut exposer à différents cycles ou à différents patrimoines immobiliers pour aussi avoir des réactions de marché un peu différentes dans son épargne en immobilier. Très clair, oui. Donc, vraiment deux choix à ajouter dans une allocation plus globale, quoi. J'ai une question pour toi concernant justement le contexte actuel et le sujet des taux. On a vu sur Nano que vous aviez aujourd'hui un effet de levier à 29%, donc vous avez 29% d'endettement sur la SCPI, vous n'en avez pas sur Explore à date. Quelle est votre lecture en tant que société de gestion sur l'utilité ou l'utilisation de l'endettement
et évidemment peut-être une vision, même si tout est incertain, sur le futur des taux. On fait attention au levier. Donc, on a un levier de 29% sur Nano à fin 25, qui est un peu supérieur à ce qu'on vise à long terme, qui est plutôt de l'ordre de 20, voire 25% sur cette SCPI. Et donc, pourquoi vous êtes un peu au-dessus là ? Justement, on a eu des opportunités en 2025. Les taux baissaient et donc on a trouvé des bons points d'entrée finalement en financement sur fin 2025. D'accord. Et on a préféré les prendre. Ça nous a permis aussi d'aller chercher des opportunités en 2025 quand les taux de rendement à l'acquisition étaient intéressants. On a déjà constaté un peu sur le premier trimestre qu'il y avait un peu de compression, malgré le contexte en Iran, un peu de compression. Donc les rendements de l'immobilier sur le premier trimestre, on a constaté un petit peu qu'il baissait un peu. Et donc, ça nous a permis d'aller chercher plus de volume d'investissement en 2025 sur des taux de rendement plus élevés. Pour nous, le financement, il a plutôt vocation à nous permettre d'aller bridger la collecte pour investir au bon moment. Et donc, 2025 était pour nous un momentum assez intéressant et d'aller chercher du levier à ce moment-là, on constatait que les taux baissaient et qu'en même temps les taux à l'acquisition restaient intéressants, et bien finalement c'était le bon moment pour faire du financement. Dans le contexte actuel où les banques centrales commencent à dire on va augmenter les taux, on a plus de prudence. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on en a fait en 2025, on a moins besoin d'aller en chercher. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt attentiste sur le financement. Donc, l'idée, c'est de faire le bon financement au bon moment, dans de bonnes conditions, et qui nous permettent d'aller chercher les bons investissements en face. Et c'est ça la clé, c'est pas de faire du financement pour booster la performance, mais plutôt de faire du financement pour aller chercher les bons investissements au bon moment. Et d'avoir une gestion saine des différentes échéances. Donc, il faut répartir les échéances de financement pour pas avoir de mur de la dette et de prendre des risques. L'avantage, c'est qu'on a plutôt financé ces dernières années sur des taux relativement élevés, on va dire qui n'étaient pas au niveau de 1 ou 1,5% qu'on avait avant 2022. Et donc, on n'a pas ou très peu de risques de refinancement à des taux qui sont hyper complexes. C'est ce qui a pu se produire sur certains véhicules anciens, c'est qu'ils avaient du financement à 1%, puis d'un coup, ils doivent refinancer à 4%. Et donc là, pour le coup, chez eux, ça a eu un vrai impact sur la performance du fonds. Ce que nous, on n'a pas, puisqu'on a finalement fait des financements dans de bonnes conditions, mais à des taux plus élevés mécaniquement ces dernières années. Et pour aller encore un peu plus dans le détail par rapport à ce lancement de Explore, c'est vrai qu'on a vu quelques innovations sur le marché. Par exemple, je pense au concept des SCPI sans frais de souscription qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Il y a également eu un shift sur les stratégies d'investissement. Est-ce que finalement, d'après toi, il y a encore grand-chose, si je puis dire, à innover sur ce marché de la SCPI? Je pense qu'il y a eu un changement fin des années 2010, début des années 2020, avec pas mal de nouveaux acteurs qui sont lancés, indépendants comme nous, qui avons essayé de changer un peu les façons de faire ou un peu les façons de voir le produit SCPI. Et donc aujourd'hui, avec un contexte de marché où les investisseurs demandent de la diversification typologique et géographique, où globalement les produits en eux-mêmes sont des SCPI pan-européennes diversifiées avec des convictions de gérants différents derrière, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différenciation. Mais globalement, sur le produit en lui-même, en tout cas sur la stratégie immobilière, l'innovation, il n'y a plus vraiment de place pour cette innovation. En revanche, c'est tout le service qu'on apporte autour à nos investisseurs, à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, sur toutes les options qu'on peut proposer. Aujourd'hui, nous, on essaye de cocher toutes les cases et on coche, je pense, toutes les cases. On a une distribution mensuelle, on a du réinvestissement de dividendes, des versements programmés en pleine propriété, en nue propriété. Et donc, finalement, c'est tout ce service-là qui, aujourd'hui, est encore une innovation, puisqu'on voit que toutes les SCPI n'ont pas encore le panel complet de services associés. Donc, c'est là où l'innovation est encore un peu présente et peut faire la différence entre les différentes SCPI. Ok, très clair. Et du coup, le mot de la fin, si tu peux nous partager vos objectifs, alors à la fois en termes de collecte, mais également, je ne sais pas si tu peux déjà en parler, mais en termes de performance sur tes deux fonds. Sur Nano, l'objectif cette année, c'est de faire, on va dire, 60 millions d'euros de collecte et 60-70 millions d'euros d'investissement. La performance globale, ça fait 2 ans qu'on bat les 8%. On espère battre encore ces 8% cette année. Je rappelle que les performances ne sont pas garanties.
C'est ce que j'allais dire, les performances ne sont pas garanties. Donc, on verra au fur et à mesure de l'année. Mais l'idée, c'est de continuer le schéma qu'on a observé ces dernières années où on maintient un taux de distribution supérieur à notre objectif et d'essayer, s'il y a un bon alignement des valeurs d'expertise au 30 juin, de continuer à redistribuer un peu de valeur en capital à nos investisseurs. Donc là, l'objectif est de battre encore nos objectifs long terme cette année. Et sur Explore, c'est le premier exercice, c'est aussi de démontrer notre capacité à avoir un peu de performance. Et donc aujourd'hui, c'est une SCPI qui, sur le premier trimestre, a distribué un équivalent annuel de 7%. Voilà, l'idée, c'est que cette SCPI continue de performer sur l'année. Ça dépend aussi de la collecte et de l'investissement, parce que, vu sa taille, tous les investissements qu'on va pouvoir faire ont un impact assez significatif encore aujourd'hui sur la performance annoncée. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une SCPI qui s'annonce avec une performance supérieure à ses objectifs long terme également. Merci beaucoup Léonard. Merci à toi Clément. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que désormais tout est clair dans vos têtes pour les SCPI Epsicap Nano et Epsicap Explore. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour faire le point avec l'un de nos conseillers, n'oubliez pas que les liens se trouvent dans la description. Et en premier commentaire, vous pouvez également réaliser des simulations totalement gratuites grâce à nos outils. Merci.